L'école, sanctuaire du savoir et de la citoyenneté, est de plus en plus confrontée à une vague des actes d'anti-valeurs. Il ne se passe pas 1 ou 2 jours, voire même une semaine, sans que les élèves ne s'exhibent sur les réseaux sociaux. Un phénomène particulièrement visible sur les jeunes qui, paradoxalement, portent l'uniforme censé symboliser l'ordre et le respect. Les actes allant du langage irrévérencieux au non-respect flagrant des règles. L'on s'interroge: à qui incombe la responsabilité de cette crise de civisme? Est-ce l'échec de famille, le reflet d'une société en perte de ses repères? Et quelles mesures structurelles et durables à mettre en place pour y remédier? La grande interview, c'est tout de suite. Ce soir, sur le plateau de la grande interview sur Tcheleka Media, nous recevons 2 personnes qui œuvrent dans le domaine de l'éducation. Glory Oyinza, enseignant-chercheur indépendant en histoire de mentalité. Bonsoir. Bonsoir, madame. Nzeyi Resh, enseignant de philosophie. Bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir chez vous. N'oubliez pas de partager ce contenu. Si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, pourquoi pas abonnez-vous. Messieurs, quand on voit tous ces actes qui se passent sur les réseaux sociaux, êtes-vous surpris? Monsieur Glory, avec vous? Bon, madame, il faut admettre que, d'ailleurs, nous vous remercions de nous avoir invités pour cette thématique aussi importante et qui aujourd'hui, n'est plus à cacher. La délinquance juvénile, naturellement, l'exhibition de certains actes irrévérencieux, comme vous venez de le dire, sur les réseaux sociaux. On est parfois surpris, oui, mais aussi non. Oui, pourquoi? Nous avons aujourd'hui une jeunesse parfois en perte de vitesse, qui n'arrive pas parfois à contrôler certains actes. Ça veut dire? Ça veut dire que je prends le volet, par exemple, de la gestion des réseaux sociaux. Et je peux vous rassurer que l'Afrique, et particulièrement le Congo, n'était pas encore à mesure. Donc l'Afrique n'était pas prête ou le Congo n'était pas encore prêt? Je dis particulièrement le Congo, où nous sommes quand même ancrés dans cette jeunesse qui n'a pas la parfaite mesure de la gestion des réseaux sociaux, qui pourtant c'est un outil de développement, mais qui, dans notre pays, fait aujourd'hui utiliser comme un instrument de délinquance, et c'est déplorable. Et c'est ça notre surprise. Et nous disons aussi, on était surpris parce que pour nous, un élève, c'est d'abord symbole de civisme et d'intelligence. Et voir des élèves en tenue s'exhiber et poser des actes d'incivisme, c'est très regrettable. Monsieur Reich, êtes-vous surpris de voir ce genre de contenu sur les réseaux sociaux? Bon, moi, personnellement, je ne suis pas vraiment surpris. Pourquoi? Dites-nous tout. Parce que, en tant qu'homme de terrain, aujourd'hui, j'ai personnellement fait un constat, que je pourrais dire un constat social par rapport à notre éducation, c'est qu'on ne prend pas en compte l'évolution générationnelle. Parce que Jean-Jacques Rousseau l'a dit dans son ouvrage du contrat social, que les lois sociales, normalement, devaient évoluer en même temps que la société évolue également. Nous avons une génération qui est en train d'évoluer à la vitesse de la mondialisation et donc du numérique. Mais nous n'avons pas, nous, en tant que techniciens d'éducation, éducateurs responsables des ministères de l'éducation, pris en compte ce côté évolution numérique. Ce qui fait qu'il y a des phénomènes évolutifs tels que les challenges sur les réseaux sociaux qui vont faire en sorte que tout le monde va se mettre à faire ces genres de challenges sans contrôler les incidents ou même les impacts, les conséquences de certains actes. Et aujourd'hui, nous sommes en train de vivre ça. C'est dénoncé dans les réseaux sociaux des élèves qui sont en train d'exhiber la tenue scolaire dans des actes de dépravation. Et c'est déplorable de voir que cette génération-là, au lieu de porter fièrement la tenue, défendre la tenue avec des contenus instructifs ou encore éducatifs, mais plutôt sont en train de s'exhiber en faisant des actes
dépravante avec la tenue scolaire qui est censée être symbole de responsabilité, de maturité et même d'intelligence. Donc, moi, je ne suis pas surpris, tout simplement parce que on ne prend pas en compte dans notre éducation la notion d'évolution générationnelle et aussi d'évolution sociale. Nous avons une génération qui évolue, qui se comporte en fonction de l'évolution de la société, mais notre éducation reste archaïque. Vous avez parlé des challenges. Est-ce qu'il est mauvais aujourd'hui de faire ces challenges qu'on voit partout sur les réseaux sociaux? Non, pas du tout, c'est pas mauvais. Mais comment faire ces challenges? Je le disais tout à l'heure que ces challenges sont faits dans un sens dépravant. C'est pas dans le bon sens. Si aujourd'hui on a des élèves en tenue qui font des challenges de mathématiques, des concours de mathématiques sur les réseaux sociaux, ça sera bénéfique pour le Congo. En Chine, c'est ce qui se fait. Mais au Congo, non. Au Congo, quand on voit des élèves en tenue faire des apparitions sur les réseaux sociaux, sur TikTok, c'est pour faire des danses entre guillemets déplacées, et puis encore tenir un langage. J'ai pas envie de dire ça à la télé parce que en tant qu'éducateur, ce n'est pas éthique, mais vraiment, si on va sur les réseaux sociaux en ce moment, c'est en vogue. Vous allez voir beaucoup de jeunes qui sont influents sur les réseaux sociaux dénoncer cela. Et donc, vous allez constater que les élèves n'ont pas un langage positif quand ils s'affichent sur les réseaux sociaux en tenue. Ils n'ont pas un langage qui respecte la loi de l'éducation, le code éthique et moral de l'éducation. Et c'est dommage. Tout simplement parce que on n'a pas respecté le suivi générationnel. Ça, c'est mon avis. Donc, du coup, ça ne m'étonne pas. Monsieur Glory, avec vous, puisque cela se passe souvent dans les salles de classe, les élèves sont identifiés, mais à quel moment, selon vous, ces élèves se donnent-ils à autant de liberté? Bien, avant de répondre à votre question, je vais mettre un petit mot sur ce que venait de dire mon collègue en face, sur la notion de ces challenges. Je pense que c'est un terme qui va de soi avec notre vie quotidienne. Mais dans toutes ces actions, il faut un encadrement. Un encadrement parce qu'il y a de bonnes manières de le faire. Il faut le faire de façon ludique, éducative, pour que ça contribue à nos valeurs. Nous ne devons pas quand même prendre ces challenges qui dépravent nos mœurs et qui salissent notre éducation et amener la délinquance juvénile au milieu scolaire. Pour répondre à votre question, c'est vrai, ces élèves s'exhibent au milieu scolaire, dans les salles de classe. Mais il y a quelque chose que je veux quand même aujourd'hui vous surprendre. Le ministre de la Jeunesse n'est pas le ministre de toute la jeunesse. Comment ça? Expliquez-nous. Je peux vous rassurer que la jeunesse éducative est repartie en deux. Il y a une jeunesse qui appartient à l'école publique et une autre qui appartient à l'école privée. Et je peux vous rassurer que le ministre de la Jeunesse ne gère les écoles que du côté administratif, pas du côté civique. Parce que ces promoteurs des écoles privées, pour eux, ils sont un peu du côté commercial. Donc, le promoteur, c'est un commerçant, l'élève, c'est un client. Mais vous savez qu'on dit que dans le monde commercial, le client est roi. À ce moment-là, cette royauté qu'on donne au client, qui est par ricochet donné aux élèves de l'école privée, leur pousse à cette liberté, je dirais plutôt à ce libertinage. Vous voyez par exemple un acte simple. Dans toutes les écoles publiques du Congo, le téléphone portable est interdit. On y reviendra, mais très rapidement. Mais on aperçoit aussi sur certaines vidéos les professeurs dans une salle de classe et certains élèves se donnent même en spectacle devant ces professeurs-là. Aujourd'hui, on a besoin de comprendre quelle serait la relation entre enseignants et élèves aujourd'hui. Bon, il faut admettre, madame, c'est comme je le dis souvent partout où les gens peuvent nous écouter. La délinquance ne vient pas seulement des élèves. Il y a aussi des professeurs délinquants. Que les gens me permettent ce terme. Allez-y, expliquez-nous. Tout le monde n'est pas venu dans ce métier avec éthique, morale et déontologie. Il y a de ceux qui sont des parachutistes dans l'enseignement. Ils y viennent, trouvent là un terrain aussi pour manifester leur mauvaise éducation. Et je pense qu'autant que nous devons corriger ces élèves, il faut aussi une correction à l'endroit de ces enseignants qui se comportent mal. Parce que je pense que le lien qui unit
un élève, un enseignant, c'est l'apprentissage. On ne doit pas quand même transformer la salle de classe en une salle de spectacle. Et surtout un spectacle qui n'honore pas notre culture, moins encore notre éducation ou notre scolarité. Monsieur Reich, vous êtes du même avis que Monsieur Glory? Effectivement, et il en va de soi de la question de l'éthique et de la déontologie. Vous savez que il y a une école de formation des enseignants, n'est-ce pas? Surtout pour ceux du secondaire qu'on appelle école normale supérieure, et pour ceux du primaire, il y a les nids à Ouando ou je sais pas moi, à Brazzaville aussi. Hein. À Brazzaville aussi. Il y a des écoles professionnelles dédiées à la formation des enseignants. Mais qu'est-ce qu'on observe avec les expansions des écoles privées aujourd'hui, ou même dans l'enseignement, l'éducation nationale, il y a des enseignants qui n'ont pas subi une formation professionnelle, qui exercent dans le public comme dans le privé. Ces enseignants-là n'ont aucune déontologie. Ces enseignants-là ne connaissent pas l'éthique du métier. D'accord? Ils ont fait, par exemple, la faculté, ils ont des connaissances sur le domaine, on les recrute. Je prends le cas de l'enseignement technique, par exemple. À l'ENES, il n'y a pas de filière droit. À l'ENES, il n'y a pas de filière vie d'entreprise. Il n'y en a pas. Ces enseignants qui enseignent à l'école, au lycée technique, vie d'entreprise, droit ou comptabilité, mais ils ont quelle éthique et déontologie du métier, étant donné qu'ils ne sont pas sortis d'une école de formation. Alors, qu'est-ce qu'on observe? C'est que ces enseignants-là ne savent pas comment définir la relation entre professeur-élève, qu'on appelle dans le langage pédagogique le ratio professeur-élève. D'accord? Ils ne maîtrisent pas comment entretenir cette relation-là. Du coup, ils vont venir avec leur propre vision, leur propre conception de la relation entre professeur et élève. Et c'est ça qui discrédite le métier de l'enseignement et qui, finalement, va intégrer un vice dans la relation entre professeur et élève qui va se ternir au point où, dans les salles de classe, on assiste à de tels spectacles. Donc, il faudrait que l'on arrive à structurer le système de l'éducation de notre pays au point de faire en sorte que ceux qui vont aller enseigner comprennent et appliquent l'éthique et la déontologie du métier de l'enseignant. Et pourquoi on a l'impression qu'il n'y a plus de rigueur et qu'il règne du laisser-aller? Bon, laisser-aller, je ne sais pas dans quel contexte vous pouvez l'aborder. Mais pour compléter un peu mon collègue, il faut admettre que depuis la libéralisation du système éducatif congolais, qui a conduit à la prolifération des écoles privées, aujourd'hui n'est plus enseignant seulement quiconque vient d'une école de formation. C'est vrai que l'enseignement aujourd'hui intègre toute personne qui se veut contribuer à l'éducation nationale. Voilà pourquoi vous allez voir sur le terrain aujourd'hui, il y a des enseignants qu'on appelle communautaires. Ceux-là, c'est des gens qui ont été recrutés selon des critères établis par chaque ministère de l'enseignement. Et moi, j'estime et je crois que eux aussi ont l'obligation de respecter cette déontologie, malheureusement, qu'ils n'ont pas apprise. Mais aussi, je peux vous rassurer que l'éducation n'a pas besoin d'école parce que les valeurs s'apprennent à la maison. Et donc, ces enseignants étant arrivés dans l'enseignement par certains accords avec les ministères, sont tenus aussi à respecter les codes déontologiques prescrits par le système éducatif congolais. Alors, quand vous dites pourquoi on assiste un peu à ce... Comme je vous le dis, il faut admettre que hier, la loi de l'enseignement ne reconnaît pas la pléthore que nous avons ici dans les écoles. Aussi, vous savez, le nombre croissant des élèves et la pléthore dans une salle de classe peut aussi favoriser tous ces dangers que nous avons. Un enseignant, admettons, qui devant lui a 200 élèves dans la classe, êtes-vous sûr qu'il sera en mesure de les contrôler vraiment? Donc, il arrive à un certain moment que nous croyons que l'État doit faire un grand travail. Comme quoi, ce grand travail que vous demandez? Alors, le grand travail, c'est peut-être au-delà des structures d'accueil qui sont les salles de classe, qui doivent répondre aux normes et accueillir le nombre qu'il faut selon les règles en vigueur. Parce qu'une salle de classe ne peut pas contenir plus de 200 élèves. À ce moment-là, vous donnez plus de travail à l'enseignant. Et puisqu'il ne peut pas le faire, alors il se laisse quand même faire le peu qu'il peut. Vous voyez? C'est ça qu'il faut. Aussi, il faut améliorer les conditions de travail.
L'enseignant qui arrive, parfois beaucoup, certains n'ont pas de salaire. Oui, parfois, ils se mettent à la vente des notes. Ils se mettent dans des relations parfois avec les élèves pour favoriser un peu son gagne-pain. Alors ça, comment voudriez-vous un enseignant que l'élève a soutenu? Quel courage aura cet enseignant de le sanctionner comme il le faut? C'est aussi ça la responsabilité de l'État. De créer les conditions d'une bonne éducation du côté des élèves, mais également du côté du personnel enseignant. Aujourd'hui, quels sont les rapports entre enseignants et parents? Hier, on a assisté à beaucoup de suivis. Il y avait des cahiers de liaison. Il y avait même un suivi où l'enseignant passait même si ce n'était pas dans toutes les maisons de ses élèves, mais au moins, il y avait quelques têtes que l'élève suivait même à domicile. Le professeur, j'allais dire. Mais aujourd'hui, quels sont les rapports entre enseignants et parents, Monsieur Reich? Ça n'existe presque plus. Et pourquoi? Parce que tout simplement, les parents sont déjà démissionnaires sur l'éducation de leurs enfants. Non seulement à la maison, mais aussi à l'école. Je compterai du bout des doigts le nombre de cahiers de liaison que je trouverai dans des classes où je passe. Je n'en trouve presque pas. Et quand bien même quand il y en a, je ne vois pas présentement les parents venir suivre des enfants. Il y a des devoirs qu'on donne à faire à la maison, des enfants n'exécutent presque pas. Et la situation, la flambée des écoles privées et le non-contrôle des écoles privées est un véritable problème, un véritable fléau qui cause, à mon sens, le phénomène que nous sommes en train de traiter en ce moment, la dépravation de la tenue scolaire. Parce que l'élève qui paye ses frais de scolarité pense tout se permettre. J'ai suivi avant de venir ici une vidéo sur les réseaux sociaux où l'élève fait une apparition médiatique en disant sur son réseau social que on n'a pas le droit de me réprimander parce que il ne paye pas. Voilà, on ne paye pas ma tenue, on ne paye pas mes frais de scolarité, on ne paye pas mon transport, déplacement, etc. Donc, étant donné que personne ne contribue financièrement à mon éducation, personne n'a le droit de me réprimander quoi que ce soit, alors que c'est une question nationale. Si cet élève peut se permettre de dire ça, ça veut dire que tous les autres peuvent se permettre ce droit-là. Mais un tel raisonnement, rassurez-vous, ce n'est pas un raisonnement d'une élève qui est à l'école publique. Parce que à l'école publique, c'est gratuit l'enseignement, à part peut-être l'assurance. C'est gratuit. Du coup, il y a plus de rigueur à l'école publique qu'à l'école privée. À l'école privée, on assiste à des phénomènes où le promoteur va t'appeler pour te dire, écoute, l'enfant là, il faut laisser, son papa a déjà payé toute une année. Il faut le comprendre. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Du coup, les élèves ont la facilité d'accéder dans les salles de classe avec leur téléphone parce que les surveillants déjà sont corrompus par ces élèves-là. Et avec un téléphone dans une salle de classe, ils peuvent se permettre de se filmer. Au lieu de se filmer en train de traiter des mathématiques, des exercices de philosophie, ils vont se filmer en train de danser sur des musiques, des artistes que nous sommes en train de promouvoir dans ce pays, mais des musiques qui sont en même temps aussi dépravantes. Il y a ça aussi. Cette génération-là, la musique, la responsabilité parentale, la responsabilité du gouvernement, la responsabilité des écoles, surtout des écoles privées qui sont beaucoup plus dans le commerce ou le commercial plutôt que dans l'éducation. C'est ça le véritable problème. Du même avis que... Je vais partager peut-être, ajouter quelque chose. Madame, vous savez, comme on le dit chez nous en littérature, la famille, c'est le premier maillon de socialisation d'un individu. Je disais tout à l'heure que l'éducation ne s'apprend pas à l'école parce que les valeurs ne s'apprennent à la maison. Qu'est-ce qui se passe dans nos familles? Le père ou la mère, qui sont censés d'abord donner à l'enfant une base éducative nécessaire afin de permettre à cet enfant de mieux se comporter à l'école, ce sont eux les premiers délinquants. Et on assiste à un phénomène qu'on appelle la délinquance parentale. Et c'est cette délinquance parentale qui engendre la délinquance juvénile. Comment ça se passe? Vous avez un parent, des parents aujourd'hui, je peux vous rassurer que presque 100%, je ne serai peut-être pas contredit par mon collègue, aucun parent de l'école privée n'accepte que son enfant
redouble de classe. Le passage est déjà garanti. Et aussi, même si un promoteur peut peut-être s'ériger une rigueur, me dire que chez moi, pour passer, il faut faire 10 de moyenne, il change d'école. Avec la complicité des parents. À ce moment-là, déjà, le parent est déjà complice de cette délinquance. Nous avons là un enfant délinquant et un parent délinquant. C'est ce qu'on appelle la délinquance parentale associée à la délinquance juvénile. Et ça, nous croyons que c'est plus dans le domaine privé. Parce que je me pose la question souvent de savoir pourquoi les enfants ne s'inscrivent pas à l'université sans bac. Pourquoi permettrait-il à ces élèves de s'inscrire parfois dans une salle supérieure sans avoir la moyenne requise? C'est qu'il y a un problème. À un certain moment, je pense que l'État aussi doit faire la censure de certaines écoles privées pour des enfants non méritants. Parce qu'on a l'impression que les enfants n'attendent de redoubler de classe qu'en classe d'examen. Donc les examens sont pris en compte par l'État. Vous rejetez la faute sur les écoles privées. Pas forcément les écoles privées, mais sur les parents. Sur les et aussi certains promoteurs d'écoles privées. Et sur les réseaux sociaux, hein, on assiste sur le rejet de responsabilité. Ceux de l'école publique disent que c'est l'école privée, l'école privée disent que c'est l'école publique. Ce problème ne cesse de persister, où on se demande en réalité, mais qui est vraiment la cause de cet incivisme? Monsieur Reich, avec vous? Ok. Moi, je pense que la cause, c'est le système éducatif. Le système éducatif, pourquoi? Parce que nous avons connu dans ce pays l'époque des pionniers. D'accord? L'époque des pionniers, c'est une époque qui prenait des valeurs civiques, éthiques et morales. À cette époque-là, les élèves s'identifiaient à un idéal social, éducatif et, je dirais, intellectuel. Parce que je voulais devenir quelqu'un de responsable, je dois suivre la ligne des pionniers. Parce qu'un tel est devenu responsable en passant par ce chemin de pionnier, moi, je dois faire pareil. Il y avait un idéal que l'on suivait, mais aujourd'hui, il n'y a pas d'idéal, il n'y a pas de modèle. Il n'y en a presque pas. C'est un fourre-tout. Les systèmes, les programmes ne sont pas conséquents. Et quand bien même l'enseignement de l'éducation civique, ce qu'on appelle vulgairement ECMP, éducation civique et morale pour la paix, etc., c'est 2 heures. Le volume horreur, c'est 2 heures. Bon, en 2 heures par semaine, les enfants vont retenir quelle valeur? C'est pas conséquent, c'est pas assez. 2 heures, c'est pas assez. Et vous remplissez des enfants des cahiers d'histoire qui ne parlent même pas de notre propre pays. Il n'y a pas de valeur, les enfants n'apprennent pas de valeur. C'est ça le problème. Et si les enfants n'apprennent pas, étant donné que les parents sont démissionnaires dans l'éducation, si les enfants ne peuvent pas apprendre des valeurs à l'école, ils doivent au moins apprendre ces valeurs-là à la maison ou peut-être à l'église. Donc c'est ça le problème. C'est le système éducatif mis en place qui n'accorde plus assez de valeurs au civisme. Et ça impacte sur cette génération. Ça fait plus de 20 ans que l'éducation civique n'est pas valorisée dans le système éducatif. C'est 2 heures, je vous répète que c'est 2 heures la semaine. Bon, je vais peut-être aller dans le même sens, peut-être faire quand même quelques nuances. Vous savez, mon collègue a évoqué le point des pionniers. Et lorsqu'on évoque le point de la délinquance juvénile, c'est un problème bidimensionnel. Là, nous sommes d'abord dans l'éducation et aussi de la jeunesse. Et vous savez que dans notre pays, c'est 2 ministères différents. Il y a un ministère en charge de l'enseignement et un autre en charge de la jeunesse. Je peux vous rassurer, madame, au Congo, il n'y a aucune politique de prise en charge de l'encadrement de la jeunesse. S'il existe, c'est que nous sommes ignorants et les jeunes pour lesquels nous parlons ce soir sont également ignorants.
Et nous sommes quand même parfois surpris qu'il y a des structures budgétivores créées pour des jeunes et que les jeunes eux-mêmes sont ignorants. Or, il est dit, ce qui se fait pour vous sans vous est fait contre vous. Vous imaginez un jeune qui va de la 6e jusqu'à l'université, ne connaît pas ce qu'on appelle un centre de jeunes. Ça existait à l'époque. Exactement. Les pionniers dont fait allusion mon collègue tout à l'heure, mais ce n'était pas forcément l'enseignement, mais il y avait des valeurs qui étaient déjà préétablies à respecter scriptureusement. Mais comme il le dit, il y avait un idéal. Mais puisque nous avons aujourd'hui aussi des cadres qui eux-mêmes aussi souffrent d'un problème d'éducation, parce que je peux vous rassurer, un cadre qui vole l'argent de l'État est mal éduqué. Un cadre qui pille les biens de l'État est mal éduqué. Et à ce moment-là, nous avons quel idéal? Et vous allez, comme je venais de suivre tout à l'heure dans l'une de vos émissions, c'est à la télé, où il est dit que tel cadre a détourné l'argent de l'État. Arrêtez, au vu au-dessus de tout le monde. C'est ce cadre, 4 jours relâché, au vu de tous, il roule dans les grosses cylindrées, des voitures climatisées, il a des immeubles, il donne quelle valeur à la jeunesse? Il occupe aussi un autre poste. Un autre poste. Et aussi, c'est entre guillemets, ces anti-valeurs qui deviennent parfois des modèles pour notre société, Exactement. alors que ce sont des modèles dépravants. Exactement. Et donc aujourd'hui, je pense que le ministère en charge de la jeunesse a du travail. Malheureusement, soit il le fait ou le fait mal. Mais ce qui est vrai, je ne connais aucune action concrète du ministère de la jeunesse jusqu'à ce soir. À vous entendre parler, on a le sentiment que vous regrettez que l'enseignement soit libéralisé. Bon, je pense que la libéralisation de l'enseignement, c'est un acte tout à fait légitime et légal. On ne peut pas empêcher à un pays de mener une action dans le sens, parce que la libéralisation de l'enseignement a un seul objectif: rapprocher l'école des élèves. Vous imaginez, l'école publique ne peut pas tout faire. Vous savez que dans un système étatique, c'est le secteur privé qui prend de l'ampleur. Et si vous allez dans beaucoup de pays, surtout les pays entre guillemets développés, il n'y a presque pas d'école publique. C'est le privé, mais un privé qui est encadré. Ceux qui sont laissés à la merci de tout ce qui leur vient en tête. Et vous avez même certaines écoles aujourd'hui, on dit l'uniformisation de la tenue scolaire, mais vous avez encore des écoles qui se permettent de créer une tenue différente de celle proclamée par la République. Vous avez des promoteurs, au lieu de se conformer au programme de l'État congolais institué par l'Institut national de recherche d'action pédagogique, l'INERAP, ils créent leur propre programme. Je peux vous donner un témoignage. Allez-y. Dans beaucoup d'écoles privées que vous avez, lorsqu'on vous parle de système français, c'est de l'escroquerie. Et je pense que je peux vous rassurer, allez dire à votre, si vous avez un enfant dans ces écoles, dites à ce promoteur que c'est un escroc. Malheureusement, j'en ai pas dans ces écoles. Mon fils, il est dans une école normale. Comment admettre qu'une école privée congolaise qui enseigne des notions de public, de l'enseignement congolais, avec des enseignants formés au Congo, qui n'ont jamais mis pied, qui n'ont jamais consulté un ouvrage du système français, ils se disent dans le système français. La différence, c'est le prix. Mais c'est de l'escroquerie. On vit au-dessus de tout le monde. Et nous subissons le complexe. Mon enfant est dans un système français. Nous devons apprendre et aussi à savoir ce qu'il faut pour nous et pour notre jeunesse aujourd'hui. Madame, vous avez évoqué aussi un problème. Vous savez que c'est même nous les parents subissons ce complexe-là. Nous avons vidé l'école publique pour remplir l'école privée pour suivre ce complexe. Parce que pour nous, lorsque nous avons un enfant à l'école publique, pour nous, c'est qu'on est démunis. Et c'est ce que ça représente aujourd'hui. Et madame, il y a un fait qui me fait très mal. Un fait qui me fait très mal. Lequel? Je suis chercheur indépendant en histoire de mentalité depuis 20 ans. Voire 25 ans, nous sommes à une trentaine d'années. Aucun ministre de l'enseignement primaire, scolaire et secondaire n'a ses enfants dans l'école publique.
aucun enfant, aucun enseignant, je dirais aucun enfant d'un ministre congolais ne passe ses cours dans une école publique. Et l'image, donnons-nous. C'est vrai, il est libre, hein, mais son enfant dans une école privée, mais je pense qu'à un certain niveau de responsabilité, nous devons quand même mesurer. Donner l'exemple de ce que nous faisons. Et puis, pour compléter un peu ce qu'il était en train de dire par rapport au complexe, j'ajouterais qu'à une certaine époque, c'était l'inverse. Hein. Ouais. Les enfants de l'école privée étaient considérés comme les meilleurs. À une certaine époque, je me rappelle encore de l'époque de l'école Javoué où on se disait que c'est l'école de l'élite. Oui, oui. D'accord. L'école privée était représentée comme l'école de l'élite. Quand tu avais ton enfant dans une école privée, déjà que ça coûtait cher, Oui. c'était l'école de l'élite et là-bas, on respectait la notion de pléthore. Oui, exactement. Mais aujourd'hui, madame, je vous rassure que c'est le contraire. On pense beaucoup plus que c'est à l'État, quand tu inscris ton enfant à l'État, que ton enfant va être mieux formé que dans une école privée. Pourquoi? Parce qu'il y a eu expansion et il y a eu commercialisation de l'éducation. Il n'y a plus de formation. À 90% dans les écoles privées, c'est du commercial. Et on a 10% pour l'éducation, vite fait. Mais vraiment vite fait. Il y a même des, j'ai envie de dire, entre guillemets, ce qu'on entend, hein, j'ai pas de preuves, des lobbies pour acheter des examens, etc., etc. Donc, les enfants courent ça et là vers. Je veux avoir mon bac, dans telle école, il y a un circuit, etc., etc. Les enfants n'ont plus l'amour, la volonté et la détermination de réussir par le mérite. Mais Oui, exactement. les mêmes enseignants que nous parlons aussi, ce sont vous aussi, les enseignants des écoles publiques, pardon, qui allaient enseigner aussi dans ces écoles. Il y en a, ça existe. Oui, oui, exactement. C'est comme je venais de vous le dire, madame. À côté d'un enfant délinquant, il peut exister un professeur délinquant. Et tout à l'heure, je dirais que, comme il a dit, les écoles privées avec tout le système qu'il faut, et je pense qu'au-delà de tout fait de propagande, ou encore de quoi que ce soit, je peux vous rassurer que nous remercions aujourd'hui le leadership d'un homme, le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation, par l'entremise de la direction de lutte contre la fraude au milieu scolaire, qui a réduit de façon considérable les risques de fraude aux examens d'État. Et c'est des moyens colossaux qui sont mis en jeu chaque année, simplement pour réduire la question de la fraude. C'est cette volonté-là que nous voulons. Et aujourd'hui, je peux vous rassurer. S'il fallait qu'on y parle, qu'on y évoque, on va passer peut-être toute une nuit ici, parce que nous connaissons ce système-là depuis des années. Mais aujourd'hui, vraiment, il y a quand même un travail qui se fait de ce côté-là. Mais ce que nous souhaitons, qu'on ne reste pas seulement sur l'examen d'État. Parce que l'examen d'État, le bac se prépare depuis la seconde. Si un enfant déjà en seconde et première est mal préparé, je ne pense pas qu'il y ait des bons résultats en terminale. Oui. Et je pense aussi que nous ne voulons pas de la fraude au bac, au BPC, au CEP. On ne peut pas admettre aussi la fraude dans des classes de passage. Exactement. Donc, c'était un plaidoyer parfois que nous faisons à l'endroit du ministre, d'élargir l'assiette de fonctionnement de la direction de lutte contre la fraude en milieu scolaire. Peut-être, tant soit peu, le niveau des élèves congolais va quand même augmenter. À entendre tout ça, hein, moi j'ai envie de vous demander, est-ce que vraiment le contenu éducatif est un véritable problème? Le contenu. Bon, c'est vrai que je ne sais pas si nous parlons du contenu du système éducatif, du côté scientifique, on peut dire qu'il y a un problème. Mon collègue venait d'évoquer un problème, madame. Je suis de ceux qui pensent que le système éducatif doit être réformé en tenant compte de nos réalités et aussi de notre culture. Je vais peut-être vous dire quelque chose qui va vous choquer. Allez-y, choquez-moi. Est-ce que vous savez qu'en France, il n'y a pas un centre culturel français? Est-ce que vous savez qu'en France, on n'étudie pas la colonisation? Mais pourquoi nous devrions remplir la tête de nos enfants avec la guerre mondiale, avec toutes les histoires de près de loin? Personne n'a vécu
Et C'est qui ne que nous vont voulons pas aujourd'hui. concrètement servir Voilà. à développer le pays. Alors pourquoi? Il y a des histoires, c'est vrai, qui font partie de ce qu'on appelle la culture générale. Vous savez pourquoi nous avons des touristes qui viennent en Afrique? Allez-y, dis-moi. Parce que ils apprennent qu'il y a eu une période de temps où les gens vivaient dans des conditions macabres. La colonisation des gens, presque les nègres. Ils se disent, mais comment les gens vivaient dans ces coins, dans ces forêts? Ils viennent pour Faut découvrir. découvrir. Alors, c'est dans des livres, hein. C'est pas dans une salle de classe qu'on apprend ça au français. Un jour, j'étais choqué qu'on a posé la question aux élèves français. Vous connaissez le Congo-Brazzaville? Ils disent non. Ça se trouve où? C'est une colonie française. Mais nous faisons de ça un sujet d'évaluation. Qui connaît la capitale de la République française? Ça va apporter quoi à un enfant congolais qui lui-même ne maîtrise pas la capitale politique de son propre pays et de sa propre république? Et pour aller loin, qui ne maîtrise même pas les départements de son pays. Ah ben voilà, c'est que là, un fait réel et vrai. Nous venons d'ajouter au département existant les autres, qui fait aujourd'hui 15. Je ne me trompe pas. Oui. Mais est-ce qu'il y a une vulgarisation géographique, scientifique au niveau des élèves? C'est ça aussi le problème. Nous devons d'abord apprendre aux enfants notre propre culture avant de nous exporter à apprendre la culture des autres. Il y a C'est pas ce une que je crois. éducation de proximité. C'est ce que je crois. Monsieur Nzeyi, que doit-on faire de ces élèves aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un sort pour ces élèves-là? Oui, normalement, dans la loi scolaire, il est prévu des sanctions pour le non-respect des règlements. Que ce soit le règlement intérieur de l'école, que ce soit l'application des décrets pris pour l'éducation, il y a des sanctions qui sont prévues. Des sanctions qu'on appelle des sanctions disciplinaires qui sont prévues. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il ne faudrait pas laisser ces élèves-là faire leur volonté, alors que nous savons qu'il y a des textes qui prévoient des sanctions disciplinaires. Une élève qui se permet de dire que personne ne doit me réprimander, mais vraiment est une délinquante. Vraiment. Et au-delà de ça, moi je pense qu'il faut utiliser le même canal que ces élèves sont en train d'utiliser pour dépraver l'uniforme scolaire, pour redorer l'image de cet uniforme-là, qui doit représenter la fierté d'étudier, d'apprendre et de devenir quelqu'un demain par le canal de l'éducation. Il faudrait que le ministère, le gouvernement, les écoles, les enseignants incitent les quelques élèves qui ont encore une bonne moralité à faire des apparitions médiatiques où l'on prône des valeurs civiques, l'éducation, etc. Et je répète encore que en Chine, c'est ce qui se fait. Quand vous allez regarder des contenus chinois sur TikTok, ce sont des contenus scientifiques, historiques et culturels. Ça met en valeur l'histoire de leur pays, la vision scientifique et technologique de leur pays pour aspirer les générations à continuer le travail qui a été mené jusqu'à aujourd'hui. Il y a une suite logique. Dans l'éducation chez nous, il n'y a pas cette suite-là. On part de déchéance en déchéance. Donc, il faudrait que, par rapport à cette situation, que pour une fois, qu'on prenne une bonne décision et qu'on se dise, bon, on met les moyens pour vulgariser l'information et d'émettre ce qui est entre eux de se transformer comme un vice, un virus qui risque, parce que la fille, elle dit, je vous encourage à continuer à faire vos contenus. Mais c'est grave. C'est vraiment grave. Non, mais il y a un fait qu'il faut souligner. Vous savez, nous pouvons aujourd'hui, il y a des textes qui garantissent les sanctions disciplinaires. Mais pourquoi ces textes parfois ne sont pas trop bien respectés? Je peux vous rassurer, madame, que le phénomène Kuluna, qui aujourd'hui commence quand même à nous remettre notre quiétude, avait son impact dans le milieu scolaire. J'étais enseignant. J'enseignais dans une classe avec conscience que j'ai dans ma classe au moins 10 enfants qui ont chacun une machette. À ces enfants-là, il était interdit d'interdire. Il fallait leur laisser faire tout ce qui se passe dans leur tête. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Un élève qui vit dans ton quartier, bébé noir,
Quand vous appliquez les sanctions disciplinaires, vous devenez son ennemi numéro 1. Exact. Alors, c'est au risque et péril de votre vie. Oui. C'est aussi ça qui a refroidi les enseignants. Et d'un côté, le corps administratif, qui est donc les responsables des structures scolaires, je vois ici les proviseurs et les directeurs, vivent aussi le même problème. Parce que vous êtes parfois à la merci des bandits. C'est un enfant qui vous dit, monsieur Naïbi Koto Fandaka. Mais vous vous trouviez en danger. À un certain moment, on vient, on enseigne. Ceux qui comprennent, comprennent. Ceux qui font du bruit, bon, interdit de mettre dehors, interdit de blâmer, interdit de punir. Dans quel système éducatif étions-nous entrés? Mais par rapport à ça, Monsieur Glory, moi j'ai suivi un contenu d'un jeune qui fait, qui crée des contenus sur les réseaux sociaux, sur TikTok. Il fait un contenu où, je ne sais pas si c'est réellement son enseignant, hein, mais en tout cas c'est un contenu où dans le contenu on voit l'élève croiser son enseignant en route et il dit par exemple, Monsieur Glory, vous m'aviez mis 0 à l'école. Vous pensiez qu'on n'allait pas se croiser. Et l'élève a un chien, berger, etc. Oui, il a lâché le chien, j'ai suivi aussi sur le contenu. Il contenu. lâche le chien et le professeur se met à courir. Ce contenu-là envoie quel message? Non, mais là, tu es en train de parler de quelque chose d'un peu comique, mais je vous relate un fait vrai et réel, madame. Mais à voir même ce contenu, il n'est pas comique, on ne peut pas rire de tout. Non. Déjà, le message envoyé, c'est quoi? Voilà. C'est que le professeur, c'est bon, son terrain, c'est la classe. Voilà. Mais quand nous sommes à l'extérieur des salles, voilà. Gare à vous. Gare à vous. Je vous relate un fait. Un enseignant du lycée qui a été poignardé par un élève. Mais bien sûr. Pourquoi? Ils ont eu un accrochage à l'école, l'enseignant voulait punir l'élève. L'élève n'a pas supporté cette punition, a gardé rancune. Dans la parcelle où vivait l'enseignant, il n'y a pas un robinet. Il fallait aller prendre de l'eau dans la parcelle voisine. Et c'est de là-bas que l'enseignant a été poignardé. Mort sur le coup. No. Et donc, à un certain moment, on doit avoir du respect pour ces enseignants-là, qui enseignent parfois dans des coins très reculés, au risque et péril de leur vie. Et parfois, il y a même certains, madame, qui passent parfois toute la journée sans manger. Et qui vont enseigner. Il y en a qui parfois se déplacent à pied. D'un côté, je respecte beaucoup ces enseignants-là, madame, parce qu'ils prennent des risques que parfois, nous ici à Brazzaville, on ne peut pas prendre. Il y en a qui traversent parfois des fleuves pour aller enseigner. Et moi, je pense qu'à un certain moment, les parents et les élèves doivent du respect à ces enseignants. Voilà pourquoi je ne pardonnerai pas ici les parents. Ce sont eux les premiers acteurs de la vie et de l'éducation de leurs enfants. Parce que je peux vous rassurer que l'enfant passe plus de temps à la maison qu'à l'école. Et donc, c'est de là où devrait quand même ressortir la vraie crème de l'éducation de l'enfant. Pour que l'enfant qui est mis à la disposition de l'enseignant soit un enfant qui a des valeurs, qui soit bien éduqué. Et je pense que l'éducation associée des connaissances, les deux font ce qu'on appelle un enfant intelligent. Et c'est de ça qu'il s'agit. Et si aujourd'hui, les réseaux sociaux sont le réel problème de cette délinquance juvénile, quelles sont les solutions qu'il faut prendre pour éviter ces antivaleurs? Monsieur Rech, avec vous? Alors, les solutions aujourd'hui, c'est le suivi parental. Il faudrait que les parents puissent avoir un contrôle total sur leurs enfants et chercher à savoir qu'est-ce que les enfants font avec leur téléphone. C'est très important. Nous, on a vécu l'époque où, pendant la période scolaire, on nous confisquait le téléphone. Et on veillait à ce que, à l'école, on ne trouve pas de téléphone. Certains parents allaient même jusqu'à payer quelques amis pour vérifier l'information. Est-ce qu'il a un compte Facebook? Est-ce qu'il a un compte TikTok? Mais aujourd'hui, les parents se disent, bon, les TikTok, là, je vais aller faire quoi là-bas? Il n'y a pas de contenu. Les enfants se permettent aujourd'hui de s'exhiber sur TikTok parce qu'ils savent pertinemment que leurs parents ne s'intéressent pas à TikTok. Ils ne sont pas beaucoup sur Facebook. Si aujourd'hui, on est en train de les dénoncer sur Facebook, c'est pour que les parents se rendent compte de combien leurs enfants les trompent. Parce que les enfants ont deux faces.
Ils ont une face à la maison et une autre face à l'école. Exactement. Il y a des parents, tu leur dis ton enfant a fait ça, il te dit ah non, mon enfant ne peut pas faire ça. Donc il faudrait que les parents aient un suivi total, qui ne s'arrête pas seulement à dire à l'enfant est-ce que tu as lu? Non. Tu peux me donner ton téléphone, mets le code. Tu rentres dans le compte TikTok de ton enfant, tu vérifies sa galerie TikTok, quel type de contenu l'enfant produit. À ce moment-là, tu tiens une discussion responsable avec ton enfant, tu lui montres les enjeux, les conséquences de ses actes. Mais aussi longtemps que les parents ne vont pas s'intéresser au téléphone de leurs enfants, c'est vrai que c'est la vie privée, mais à un certain niveau de responsabilité jusqu'à ce que l'enfant puisse avoir 18 ans, l'enfant est chez les parents, l'enfant est sous la responsabilité des parents. Les parents ont donc le droit et le devoir de les orienter. Et l'orientation, c'est aussi fouiller dans leur vie privée. Violer l'intimité de l'enfant. Bien sûr, si nécessaire. Alors, de mon côté, je pense que nous sommes en train d'aller vers des solutions. Un, les parents doivent jouer pleinement leur rôle d'éducateur, faire en sorte que l'enfant ait des valeurs qu'il faut avant d'aller à l'école, faire un suivi de la scolarité de l'enfant. Vous avez parlé des cahiers de liaison et être responsable, en suivre quotidiennement. Deuxième aspect, les responsables des structures scolaires. Nous avons vécu à l'époque où, dès que vous commettez, on contacte vos parents. Aujourd'hui, ça n'existe presque plus. Alors qu'à l'inscription, il y a le numéro des parents. Exactement. Je pense que certains enfants sont en tête parce que leur DAF de l'école n'est pas rapporté au niveau de leur maison. Je pense que là, les responsables de l'administration doivent aussi faire leur travail. Aussi au niveau de l'État. L'État doit s'approprier les réseaux sociaux. Moi, je peux vous rassurer, madame, il y a un moyen de réguler tout ça. Vous savez qu'il y a des pays où WhatsApp, il n'y a pas de messages vocaux. Il n'y a que des messages écrits. Il y a des pays où il n'y a pas WhatsApp. Pourquoi? C'est l'État. Mais je pense que l'État, à travers le ministère des technologies, peut dire qu'à partir de tel âge, on ne peut pas avoir un compte Facebook dans notre pays. Donc, on n'a pas 22 ans, on ne peut pas avoir un compte Facebook ou WhatsApp. Mais aussi, faire la répression. Quand on apprend un enfant connu, avec un nom connu, qui a transporté comme ça sa mauvaise éducation sur les réseaux sociaux. Mais il faut faire de la répression. Pourquoi aujourd'hui nous avons quand même des bébés noirs, le phénomène est en train de diminuer? C'est de la répression, madame. Un parent qui a caché son fils bébé noir se voit la maison démolie. Et moi je pense, ça interpelle les parents. Mais puisque ces enfants, laissés à la merci de la rue, à ricocher à la merci des réseaux sociaux, copie tout sauf rien, mais copie mal, et ce qui rend difficile leur éducation. Et ça nuit aussi aux parents. Est-ce que les parents oublient? Moi, je pense que l'État doit faire le travail des régulations, de s'approprier des réseaux sociaux. Aussi, nous avons ce qu'on appelle les influenceurs. On peut aujourd'hui les récupérer, de faire maintenant un travail pour l'évolution de notre système éducatif. Aussi, les parents doivent suivre de près la vie et la scolarité de leurs élèves, sans compter le ministère de l'enseignement qui doit prendre des décisions courageuses et ambitieuses pour une éducation enfin dégagée de tous les antivaleurs et de toute culture qui déprave nos mœurs et notre culture. Nous tombons lentement et sûrement à la fin de notre entretien. Et votre mot de fin, Monsieur Rech. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour l'espace et le temps que vous nous avez accordé pour parler de cette question très très importante. Mon message va aller à l'endroit des élèves. Vous êtes des responsables de demain, vous êtes des cadres de demain, des pères de famille, des mères de famille. Ce que vous êtes en train de faire sur les réseaux sociaux laissera des traces, n'est-ce pas? Et vos enfants vont se miroiter dans ce que vous êtes en train de faire, dans ce que vous représentez aujourd'hui. Et demain, au risque d'être trop tard
il faudrait déjà commencer à être des exemples et des modèles pour vos futurs enfants et peut-être vos petits frères et petites sœurs qui vont arriver. La responsabilité n'a pas besoin de marteau. La responsabilité est un état d'esprit. Ça dépend que de vous. Ce que vous voulez devenir, la société que vous voulez incarner ne dépendra que de vous. Mais ça ne va pas aller dans le sens de la dépravation. Sinon, on aura le chaos dans 10 ans. Voilà le message que je vais envoyer, celui de la responsabilité. Monsieur Glory, rapidement. Alors encore, merci beaucoup madame. C'est comme je dis, vous avez ici, à travers Tcheleka, joué votre partition. Dans le sens de remonter la pente de la dépravation de nos mœurs. Exactement. Et dire aux parents qu'aujourd'hui, il est aussi temps de se ressaisir. Prendre conscience qu'il y a un moment aussi de prendre les choses au sérieux, redresser nos enfants, ce n'est pas aussi trop tard, mais aussi demander à nos dirigeants de prendre aussi au sérieux la question de l'éducation, naturellement, le côté juvénile, le côté de l'éducation à travers l'éducation civique et morale. C'est pour dire que l'avenir, c'est la jeunesse. Mais quelle jeunesse? Celle qui est bien éduquée, bien encadrée, bien instruite. Aussi bien instruite. C'est de cette jeunesse que nous avons besoin demain. C'est cette jeunesse qui va remplacer tout ce qui nous dirige aujourd'hui. Mais le contraire nous plonge dans une incertitude futuriste avec une jeunesse qui va occuper les responsabilités, mais ancrée de les mauvaises pratiques et les mauvaises mœurs. Ce que nous prions, c'est que la jeunesse prenne conscience que la vie est différente de ce que nous voyons sur les réseaux sociaux, en prétrinant de notre culture et de l'éducation pour que demain soit meilleur pour tout le monde, pour les parents, pour l'État et pour les élèves. Merci beaucoup. Merci d'être passé sur le plateau de Tcheleka Média. Revenez quand vous voulez. Vous êtes chez vous. Merci. En tout cas, nous recevons ça comme une offre. Ce soir, sur ce plateau de la grande interview, nous avons parlé de l'incivisme en milieu scolaire avec monsieur Glory Oyinza, enseignant-chercheur indépendant en histoire de mentalité, mais aussi monsieur Nzeyi Reich, enseignant de philosophie. N'oubliez surtout pas de partager ce contenu. Si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous pour ne pas manquer d'autres programmes. Quant à moi, je vous dis à très bientôt.